Tu connais-tu Rust? Vite, vite? Oui, non? Ouais, le jeu, ben j'ai vu du monde jouer, mais ça fait longtemps, là. Ah non, même pas le jeu, le langage de programmation Rust. Non, je sais pas c'est quoi. Ah ok, ok, ça c'est différent. Ok, c'est un langage fait par Mozilla. Firefox est en train d'être réécrit en ça. Puis ça se veut un langage tellement... Bon, non seulement il est super safe niveau mémoire, tu peux pas avoir de null pointer exception, tu peux pas avoir d'overflow, tu peux pas... euh, écoute, sans entrer dans les détails, mais il est aussi très 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 facile à utiliser. Mais c'est comme faire du... T'as toute la puissance de faire du C ou du C++. C'est rapide et puissant comme du C++, fait que tu peux faire des jeux avec ça, tu peux faire des systèmes d'exploitation, mais le langage est fait de façon à ce que, mettons, quelqu'un qui a juste fait du JavaScript dans sa vie, des langages très, très haut niveau, peut rentrer puis être relativement familier puis apprendre le langage sans trop de problèmes. Fait, ouais, fait que ça, c'est le petit background sur Rust. Bon, évidemment, il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais ce qui est le fun aussi, c'est qu'il target beaucoup tout ce qui est développement web. Fait que j'ai dit JavaScript, c'est pas pour rien. Là, il target vraiment faire des serveurs web. Fait que pour remplacer, mettons, PHP ou Node ou je pense surtout à Node, là, mais c'est Python et autres. Puis il y a une des librairies, puis là on embarque dans le vif du sujet. Il y a une librairie qui s'appelle Actix, ACTIX. Super intéressant. Les benchmarks de cette librairie-là sont assez impressionnants. J'essaie de le retrouver en ce moment, mais long story short, c'est la librairie de, de serveurs web la plus vite au monde. En tout cas, si c'est pas la plus vite, c'est une des plus vite. Là. Ah, je vais t'envoyer le... C'est plus vite, c'est facile à utiliser, puis c'est full rapide en même temps. Ouais. Puis là, bon, c'est sûr, c'est pas aussi facile à utiliser que du Cold Fusion. C'est vraiment difficile à battre en termes de facilité d'utilisation. Mais tu sais, si je check, mettons... ben tu sais, comme le premier... En tout cas, Actix, c'est les deux premiers en haut. T'as Core, puis t'as Postgres, qui est un engin de database qui utilise SQL. Il est à 100%, après ça t'as 90%, puis l'autre meilleur en dessous est à 65%. T'as quand même une drop de 25% de performance, quote unquote, drop de 25%, unquote. Puis après ça, tous les changements sont comme d'1 ou 2%, 5%, puis tout. Fait qu'il y a vraiment une grosse avance là, comparé aux autres. Puis là, j'essaie d'aller voir, mettons, un que je connais avec genre PHP ou peut-être en Node. Parce que ça va quand même assez loin. Là. Il y a Ember. Non, Ember, je me trompe. C'est C'est ça des Ember. langages de programmation, ça? Ou... Ben, à gauche, c'est des frameworks. Puis tout à droite, t'as LNG, t'as le langage. Fait que là, le premier en haut, les deux premiers, c'est Rust. En dessous, t'as C. Après ça, t'as Go, Java, C++, Go, Java, C++, Go. PHP, Swole, qui est le Swole. numéro 13. Ouais, Swole, so Swole. Get swole. Il y a Kotlin un peu plus bas. VB. Ah ouais, ok. Visual Basic. Ouais. Cry. Crystal, ok. C'est la deuxième fois que j'entends parler de Crystal cette semaine. Intéressant. Puis après ça, c'est tout le temps Java, Go, C Sharp, C++. C'est tout le temps les mêmes. Puis Node doit être crissement loin. Là. ça fait quasiment honte. Mais c'est ça, il est vraiment, vraiment performant. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui l'utilise en production parce que justement c'est super rapide. Mais, par contre, le créateur de la librairie, il a quit. Ah ouais? Puis il y a Rage Quit, puis elle a laissé ça derrière lui. Exactement. Il a vraiment juste rage quit. Il a juste comme arrêté. Là. Puis il y a comme des histoires de pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Puis dans le fond, de ce que j'ai vu, là, on s'entend, je suis pas dans ses bobettes, je sais pas exactement c'est quoi ses raisons derrière et tout. Mais semblerait-il que il est un peu réputé pour être bête avec ses contributeurs, parce que c'est une librairie open source.
Fait que lui, il accepte des contributions externes. Puis il utiliserait souvent une feature qui s'appelle unsafe dans Rust. Parce que dans le fond, dans Rust, tout est safe tout le temps. Ah ouais. À moins que tu lui dis spécifiquement. Ouais. Fait que, tu sais, un peu comme en JavaScript, quand tu vas créer un objet, puis là, tu vas le passer en argument à une fonction, ben, si tu modifies le contenu de l'objet, la fonction qui te l'a passé, la fonction mère, là, la fonction A qui l'a passé à la fonction B, va aussi avoir la version modifiée parce que les objets sont passés en référence. Fait que là, ça peut causer des petits problèmes. Fait que là, si tu reçois l'objet, tu fais OK, ben cet objet-là, il y a, je sais pas, une telle propriété, fait que je passe dans un if. Puis là, j'assume que cette propriété-là est là tout le temps, de cette façon-là. Ben si je passe cet objet-là à une autre fonction, puis la fonction commence à le modifier l'objet, ben là, il faut que je refasse mes checks parce que l'objet a été partagé, il a été changé sans mon consentement. Mais en Rust, tu peux pas faire ça. Oh. En Rust, quand tu passes un objet, tu le dis explicitement, je te le prête. Fait que moi, j'y touche plus, là. It's yours, là. C'est complètement à toi. C'est vraiment comme quand tu prêtes quelque chose. Mais quand tu appelles des trucs en C derrière ou en assembleur, t'as pas ce concept-là. Fait qu'il faut souvent que tu utilises unsafe pour lui dire écoute, je te le donne, mais je vais en avoir besoin pareil, puis on va s'arranger. Fait que c'est pas safe, fait que. Mais c'est correct. C'est correct. Fais-moi confiance. Je suis développeur, fais-moi confiance. Puis le gars, il utilisait beaucoup ça. Puis là, il y a eu plusieurs demandes de changement qui ajoutaient pas de performance, mais qui enlevaient l'utilisation d'unsafe pour rendre des trucs safe. Oh. Puis lui, il a pété une coche à plusieurs reprises. Il était genre, tu me prends-tu pour un cave? Ce code-là, il ajoute rien. Puis en tout cas, il était comme vraiment fâché. C'est drôle. Mais c'est drôle ça, il se fait triggered par des changements de code à son truc. Ben ouais, tu sais, puis c'est quand même des améliorations, là. Ouais. Tu sais, c'est pas comme si quelqu'un arrivait puis juste delete son projet. Puis lui, comme, ben là, c'est sûr que j'ajouterais pas ça, ou quelqu'un qui change toutes les spaces pour des tabs, ou les tabs pour les spaces, peu importe ce que t'aimes ou pas. Tu sais, c'est pas grave, là. Tu sais, ça impacte pas ta performance, ou t'as peut-être toute petite perte, mettons. Je pense dans celui que j'avais checké, il expectait pas que ça allait perdre la performance, mais ça allait rendre le code plus safe, ou du moins, pour les prochaines personnes qui vont contribuer, il y a moins de chances que les autres fassent des erreurs, puis le gars, il pétait des coches. Puis il y a eu quand même du backlash parce que là, c'est sur GitHub, fait que c'est un peu comme un média social, fait que là, le monde faisait des thumbs down, puis des boos, puis you suck. Fait que le gars, il a décidé de quit, mais il a pas juste quit, il a enlevé le projet aussi. Ah ouais? Ouais, fait que là, du jour au lendemain, tout le monde qui utilisait ce projet-là pouvait plus l'utiliser parce qu'il n'existait plus. Mais si c'est partagé, y a pas du monde qui peut avoir des copies, genre? Ben c'est ça, il y a du monde qui avait des copies nécessairement, fait que là, tu peux quand même t'arranger, mais c'est pas tout le monde qui se fait une copie juste au cas, tu sais. Moi, je sais qu'à ma job, on le fait. Tu sais, on a notre propre serveur qui automatiquement va prendre des copies et tout. Mais, tu sais, pour mes projets personnels, moi, j'ai pas ça, là. Fait que si j'utilisais cette librairie-là, puis tu sais, je le sais qu'à ta job, vous le faites pas, là. Fait que, tu sais, si vous l'utilisiez, là, ben, vous aurez été mal pogné pendant une semaine parce que le gars, il a juste enlevé le code n'existait plus. Ouais. Bon, il s'est quand même rattrapé, tu sais, quelques jours plus tard, il a comme lancé une lettre, puis ben une lettre, je pense que c'était un issue sur son GitHub, puis il a remis le projet, puis il était ok, je réalise que c'était peut-être pas une bonne idée de déliter le projet, fait que je donne le contrôle à telle personne, puis moi je quitte. Bye. Fait que, ouais, c'est ça, grosse histoire, mais on dirait que, je sais pas, j'ai vu quelques headlines d'articles qui disaient que ça s'en est de plus en plus commun du monde qui arrête de faire de l'open source, puis qui trouve ça difficile. Puis je sais pas, on dirait. Je me demandais si toi t'avais vu une tendance similaire. Ouais, ben c'est ça, je suis pas tant que ça l'open source, mais j'ai entendu parler, mais tu sais, c'est un peu... j'en entends parler dans le monde des jeux vidéo parce qu'il y a du monde qui font des émulateurs open source, puis ils veulent avoir le meilleur émulateur possible pour les jeux d'arcade. Puis là, il y en a qui disent, oh, mais il faut faire ça, pour tel jeu, il faut faire telle exception dans le code pour que ça marche, que ça run bien. Puis là, d'autres personnes disent, ah non, c'est trop compliqué, on fait quelque chose de plus général.
Puis peut-être il y en a là, comme le meilleur programmeur d'émulateur, maintenant il quitte parce que le monde n'est pas d'accord avec lui ou ça fait penser à Oh ça. shit. Shit. Est-ce qu'il. Là, tu dis le meilleur créateur d'émulateur, j'espère que tu vas pas m'apprendre que celle qui fait Dolphin a quit. Non, 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 c'est ça, je dis ça de même, c'est peut-être pas le meilleur, mais c'est peut-être quelqu'un qui est bon qui quitte, mais ça, je sais pas les détails. Ah, ok. Ouh, ouh. Parce que je sais pas si t'as déjà vu les blog posts qu'a fait je pense la créatrice de Dolphin, l'émulateur de Wii et Ouais, ben j'ai entendu de parler, mais je GameCube. connais pas vraiment la créatrice de ça. Là. Ouais. Ouais, oh wow, c'est vraiment une inspiration pour tous là. Elle est vraiment, c'est vraiment une brute là. Tu sais, je lis ses blogs là, puis genre je comprends rien. Ah ouais. Tu sais, j'allais dire je comprends à moitié, mais ça serait mentir. Je comprends beaucoup moins que ça. Ben tu sais, je comprends les core concepts, mais j'ai aucune idée de comment est-ce qu'elle a fait ça là. Tu sais, un moment donné, elle parlait de comment est-ce qu'elle a changé. Ah, fuck, ça fait quand même longtemps, puis je veux pas dire de la merde, là, mais comment qu'elle a changé, genre le rendering pipeline pour que dans des jeux comme Metroid ou. Tu sais, dans Metroid au GameCube, quand tu ouvres une porte, Ouais, ça s'ouvre, puis là, si tu vas vite à l'autre porte, puis tu essaies d'ouvrir, ça ouvrira pas tout de suite. ouais, c'est ça. Ouais? Parce que il est en train de loader la prochaine map. Genre, ça prend un certain temps pendant que tu es dans une pièce avant que les maps des pièces adjacentes s'ouvrent. Puis c'est pour ça que tu peux revenir dans l'autre pièce d'avant super rapidement parce que elle est déjà loadée. Mais si t'attends trop, ben you're fuck. Ouais. Puis quand tu tournes, puis quand ils font ça, quand ils ouvrent, quand ils loadent les maps, ils vont aussi générer plein de shaders pour cette map-là. Dans le fond, il y a tellement de shaders différents dans le jeu qu'il faut qu'ils recompilent les shaders au fur et à mesure. Probablement parce qu'ils tweak aussi, puis ils font des changements. Mais ça, c'est super long à faire. Fait que là, elle parlait de comment est-ce qu'elle l'a fait, puis comment est-ce que ils ont changé, puis que maintenant, quand tu tournes, puis elle a donné l'exemple de Metroid, quand tu tournes sur toi-même vraiment vite, avant, genre, tu perdais des bouts de map, puis t'avais comme des couleurs qui n'existaient plus. Puis là, maintenant, c'est super beau parce que là, tout est comme bien préloadé, tout est bien fait. Parce que j'en comprenais juste assez pour dire les petits mots fancy, là, genre shader, mais j'ai aucune idée de comment est-ce qu'elle a fait ça. C'était vraiment, J'ai vraiment pas d'idée impressive. non plus. En plus, un émulateur de jeu 3D quand même avancé. Là. Je peux pas imaginer comment ça marche. Faut que tu devines comment les développeurs l'ont programmé au départ, puis que tu as réussi à améliorer ça. Tandis que moi, je parlais, c'est ça. Moi, je parlais des vieux de jeux d'arcade comme Donkey Kong ou Pac-Man. Puis là, il veut que ça marche le frame près, au milliseconde près, que tel sprite est supposé apparaître à ce temps-là. Ou même le Super Mario Bros. Original. Puis, tu sais, c'est quand même plus simple. Là. Tu check les frames puis les sprites, mais en 2D. Sauf que là, il met les shaders 3D puis tout, optimiser ça. Je comprendrais pas. Puis c'est vrai que tu sais, je vais dire les vieux jeux, là, les vieux émulateurs, là, dans le temps que t'avais pas vraiment de bootloader, t'avais pas vraiment d'OS, là, c'était, tu sais, 100% du software était sur le jeu, dans le fond. Ouais. Il me semble que c'est un peu plus facile de faire de l'émulation parce que t'émules juste le hardware, puis ça bougeait pas. Tu sais, tu pouvais juste émuler ce bout-là, puis vu que c'était très 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 limité en termes de ressources, c'est un petit peu plus simple. Mais c'est vrai que à cause de ça, il y a beaucoup de jeux qui utilisaient qui avaient comme des behaviors spéciales à cause du hardware. Tu sais, un peu comme les premiers Mario. T'avais tout le temps, je pense que c'était à gauche, t'avais comme un 3-4 pixels de buffer, genre à gauche ou à droite. Puis dans le fond, ça apparaissait un. Je sais pas si c'était de la merde ou si c'était la première colonne de tileset. Mais tu sais, ça, c'est à cause que le hardware pouvait pas avoir assez de mémoire pour avoir assez de tiles affichant tout le temps. Fait que là, il allait récupérer un peu de mémoire en enlevant comme ce petit chunk-là. Il y a plein de petits trucs comme ça que si tu fais un émulateur, tu peux l'enlever. Tu
Tu sais, tu peux enlever le fait qu'il y avait besoin d'avoir ce petit truc de caca-là. Mais là, c'est plus authentique à l'expérience. Exactement. C'est ça. C'est exactement ça, ton expérience est plus authentique. Puis là, est-ce que tu es plus puriste ou tu veux-tu vraiment avoir exactement la même affaire ou tu veux juste jouer au jeu puis avoir du fun, tu sais. Je pense qu'il y a de la place pour les deux. Ouais, les deux peuvent exister. Il y a du monde qui sont vraiment puristes, il faut que ça soit exactement comme c'était sur la vraie console, puis d'autres qui se disent oh non, on peut l'améliorer, ça va être mieux, c'est objectivement mieux. Ou le monde qui est tous les jeux indie qui font des platformers en pixels, là, qui disent ah, celui-là il pourrait rouler sur un NES, il y a juste assez de frames, juste assez de bits de mémoire, puis d'autres qui font le style, mais que c'est bien plus avancé, les animations. Hein. Ouais. Genre, tu sais, je pense à, mettons, Stardew Valley. Je sais pas si t'as joué. Ouais, j'ai joué. Ben, tu sais, ça c'est un bon exemple de style, mais c'est juste le style, là. Parce que oui, il y a une grid, mais tes mouvements sont vraiment sub-pixels parfaits, là. Sont sub-pixels, tu sais. Les vrais pixels, tu sais, les carrés que tu vois sont beaucoup plus gros que les pixels que le jeu roule. Tu sais, puis ça fait que toi, tu peux bouger entre les pixels, puis ça paraît vraiment beaucoup. Mais je trouve que pour ce jeu-là, c'est un très bon use case parce que ça aurait été plate que tu bouges comme on bougeait genre au Game Boy Color avec Harvest Moon. Avec Harvest Moon, exact, tu sais, tile par tile. Ça, je trouve que ça aurait été un peu trop plate, là. Je trouve ça le fun que c'est ajouté. Mais je trouve qu'on marche quand même lentement dans ce jeu-là, puis je sais pas, j'ai de la misère à planter. Parce que si on bouge tile par tile, on sait que je vais planter je vais planter des graines ici. Puis si je tape une fois sur le plus, je vais bouger jusqu'à la prochaine case. Mais là, dans Stardew Valley, je suis comme, est-ce que je suis vis-à-vis la bonne case que je veux arroser ou que je veux planter? Puis j'essaie de me replacer, là. Mais la plupart du temps, c'est correct, là. Ouais, ben c'est une fois que tu l'as, ça va bien. Quoique toi, t'as joué sur console, t'as joué sur Ouais, PC? je l'ai sur Switch. Ah, c'est ça, c'est ça. Parce que je l'ai sur Switch puis PS4, parce que comme un tata, j'avais pas checké si crossplay existait. Puis finalement, il y en a pas. Puis sérieux, là, avec manette, là, c'est vraiment un problème, là. C'est vraiment dégueu. Mais quand je check du monde jouer, genre sur YouTube, ils sont tous sur PC. Puis ils ont pas ce problème-là parce que tu utilises la souris. Genre, tu cliques avec la souris, fait que t'as jamais à te faire chier avec ça. Tout va toujours bien. Tu sais, essayer de placer des objets dans tu sais, des meubles chez toi. Genre, c'est l'enfer, là. Ça marche tout croche, là. C'est vraiment pas ce qui difficile. va apparaître. Si c'est un meuble qui prend plusieurs cases, genre. Puis là, Puis genre, je sais pas, là, tu veux le mettre c'est une peinture, tu veux la mettre sur le mur. Puis genre, faut que tu te rendes là-bas. Ou que tu essaies d'utiliser la janky mouse qui marche jamais. Mais sur PC, clic, c'est fait, là. Tout va bien. ouais, ça fait bizarre. Comme cliquer, je pensais qu'on aurait pu bouger avec le clavier sur PC aussi, mais tu cliques. C'est comme tu cliques où tu veux marcher, un peu comme dans un Diablo ou un jeu de Farmville, genre de Facebook. Genre. Ah, je sais pas si. Ça, je sais pas si ça marche. Est-ce que c'est genre un click and go ou si faut que tu utilises les flèches? Genre Waz, peut-être? Ouais, peut-être. Peut-être que c'est ça. Tu cliques pour choisir ce que tu fais, mais pas pour marcher, c'est peut-être les flèches. Hein. Je sais pas. Ouais. Mais je pense que ce serait bon, sérieux, si c'est pas un clic comme à Diablo, là, je pense que ce serait un bon mode pour se déplacer. Parce que c'est. Ouais, c'est ça. Si elle court plus vite, si le personnage court plus vite quand tu cliques, genre, c'est pratique. Puis ils font le bon chemin, ils contournent les obstacles. Parce que des fois, j'ai joué à des petits jeux que tu cliques à l'autre bout de la pièce, mais là, il y a comme un mur, puis il le contourne pas. Fait que t'as l'air cave, tu rentres dans le mur. Mais faut que tu cliques, là, faut que tu cliques à gauche, tu cliques en haut, tu cliques à droite pour contourner l'obstacle. Oh, ouais. Ça, c'est plate d'eau. Parce qu'un pathfinding, c'est tellement, en tout cas en 2D, là, Ouais. c'est tellement un problème qui a été réglé il y a longtemps que il n'y a plus vraiment de raison de faire un mauvais pathfinding. Là. Ouais. Je sais pas si parce que je sais que t'as déjà des projets de jeux, Ouais. mais surtout des jeux genre web-based. Mais t'as-tu déjà est-ce que tu connais l'algorithme A-Star? Ben, j'ai essayé de faire un pathfinding, justement, mais c'était
c'était sur une grille comme un jeu tactique, comme un jeu d'échecs un peu. Puis là, je Ok. voulais. Ben, c'est ça, je voulais que le personnage il fasse l'animation. Quand je clique comme 4 cases en haut à droite, puis là, il monte 2 cases, il y va à droite de 2 cases. Puis je voulais. Il y avait certaines cases qui sont bloquées par des obstacles. Fait que là, j'avais comme utilisé un algorithme. Puis je pense que c'était A-Star peut-être. Puis tu décidais si la case était un obstacle, il fallait il le contournait automatiquement. C'était quand Oh. même assez complet, je pense. Ouais, ben ça risque d'être ça, parce que c'est pas mal en tout cas, l'algorithme de pathfinding le plus connu, là, puis il y a quand même plein de variantes. Mais ça te permet de faire ça, entre autres, de pas rester pogné dans un coin, là. Ouais. Ce qui est quand même vraiment cool. Mais ouais, tu sais, c'est un truc que j'avais checké. Euh, je- tu sais, au début, quand j'étais à Vortex, là, genre, même, je pense, avant, parce que pour un projet, j'en avais besoin. Ouais, je pense qu'au cégep, j'en avais besoin un moment donné. C'est la première fois que j'ai checké. Fait que ça existait avant ça, genre. Ça fait au moins 20 ans ça existe. Puis, Ouais, fait, moi je puis travaillais déjà, mais ça fait longtemps, là. Mais, ouais. Mais tu sais, le point que je veux faire, c'est juste que tu sais, les jeux qui sortent, qui font genre. Qui ont pas de pathfinding, qui ont au minimum la base d'un star, là, tu sais, genre un pathfinding qui se pogne dans un coin, là. Si c'est pas une feature, il y a comme pas de raison que ça existe, là. C'est vraiment un lazy dev, je trouve. ouais, mais je pense que c'est peut-être qu'un jeu qui fait une variante de RPG Maker, là. Mais même dans un RPG Maker, il devrait avoir du pathfinding d'inclus, là, j'imagine. Ouais. Je sais pas s'il y en a d'inclus, mais je suis sûr qu'il y a un petit package que tu Ouais. peux prendre, Parce que là, tu sais, tu peux. qui te l'ajoute. Ouais, parce que c'est comme il fait correct quand c'est certains obstacles, mais si t'es dans une pièce avec où tu cliques genre l'autre bord, mais ça dépend si le chemin est trop long, peut-être que là il le calcule plus, mais c'était comme il y en avait du pathfinding, mais il était pas assez bon, hein. Hmm. Parce que dans RPG Maker 98, je me rappelais pas qu'il y en avait d'autres. Parce que c'était vraiment. Tous les mouvements étaient faits à la main, là. Ouais. Mais ça doit être plus récent que ça, là. Il y a d'autres RPG Maker de plus récents qui l'ont peut-être, ouais. Ouais, ça m'étonnerait pas, d'autres. Je pense que ça serait probablement qu'ils l'ont acheté à Ace ou quelque chose comme ça. That would make sense. Ah, ben.